Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vision Her. Aujourd'hui, je continue notre série Femmes d'exception avec une femme dont l'histoire me bouleverse à chaque fois que je la relis. Une femme qui a écrit l'un des textes les plus radicaux de l'histoire politique française. Une femme que la Révolution a fabriquée et que la Révolution a dévorée. Née Marie Gouze en 1748, fille naturelle d'un marquis marié de force à 17 ans, et veuve l'année suivante, elle refusera très tôt le destin que la société lui impose. Son nom, Olympe de Gouges. Née le 7 mai 1748 à Montauban et baptisée le lendemain en l'église Saint-Jacques, Marie Gouze est déclarée fille de Pierre Gouze, maître boucher. Il est absent et ne signe pas le registre, et d'Anne-Olympe Mouisset, fille d'avocat. La famille maternelle des Mouisset est très liée aux Lefranc de Pompignan, une famille de noblesse de robe de Montauban. Son père biologique probable est Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, marquis, poète, membre de l'Académie française. Selon le député Jean-Baptiste Poncet Delpech et d'autres, tout Montauban sait que Lefranc de Pompignan est le père adultérin de la future Olympe de Gouges, mais il ne la reconnaîtra jamais. Dès sa naissance donc, Olympe de Gouges incarne une contradiction fondamentale. Elle porte en elle le sang d'une élite intellectuelle qui ne voudra jamais d'elle. Fille d'un marquis académicien, élevée par un boucher, ni reconnue, ni légitime, ni protégée. À 17 ans, comme beaucoup de jeunes filles de son époque, elle est contrainte au mariage. Elle déclarera plus tard ne pas avoir aimé son mari, Louis Vaubry, l'avoir même trouvé odieux et répugnant dans ses mémoires de Madame de Valmont. Son mari meurt peu après la naissance de leur fils Pierre. Et là, Olympe fait quelque chose d'extraordinairement audacieux pour l'époque. Elle décide de changer de nom pour Olympe de Gouges et part vivre à Paris avec son fils. À une époque où une femme qui demeure célibataire est regardée comme une prostituée, elle assume son indépendance en refusant de se remarier pour pouvoir rester libre de ses actes et de ses écrits. Ce refus de remariage n'est pas un détail, c'est un acte politique, une femme seule, à Paris, à la fin du XVIIIe siècle, qui refuse la tutelle masculine, c'est une transgression sociale majeure. À Paris, elle va se forger une identité, une plume et des convictions. Et la première cause qu'elle va défendre n'est pas encore le droit des femmes. La lutte contre l'esclavage sera la première cause qu'elle défendra comme autrice. En 1784, elle rédige la première pièce de théâtre français dénonçant ce système qui est alors à son apogée. Cette pièce s'appelle Zamor et Mirza, ou L'heureux naufrage. Elle donne la parole à des esclaves noirs. Elle critique directement le Code noir, le corpus législatif qui régit et légalise la servitude dans les colonies françaises. La Comédie Française l'inscrit à son répertoire en 1785, mais les comédiens refusent de la jouer sous un prétexte dilatoire. En réalité, la pièce, très audacieuse pour l'époque, est jugée trop dangereuse. Olympe de Gouges fait l'objet d'une lettre de cachet, révoquée toutefois grâce à l'intervention de ses protecteurs. La pièce, rebaptisée L'esclavage des Noirs, ne sera finalement montée qu'en 1789. Ce qu'il faut saisir ici, c'est la cohérence de sa pensée. Olympe de Gouges ne combat pas l'esclavage d'un côté et les inégalités de genre de l'autre comme deux causes séparées. Elle les pense ensemble. Benoît de Groult, qui a consacré une grande partie de sa vie à faire redécouvrir Olympe de Gouges, l'explique clairement. Elle a été la première féministe à comprendre que le sexisme n'était qu'une variante du racisme et à s'élever à la fois contre l'oppression des femmes et contre l'esclavage des Noirs. En 2026, on appelle ça l'intersectionnalité. D'ailleurs, il y a un épisode sur le sujet. En 1784, elle n'avait pas ce mot, mais elle avait la vision. Et puis, en 1789, tout bascule. La Révolution éclate et Olympe de Gouges va l'accueillir avec enthousiasme avant d'être trahie par elle. Olympe de Gouges accueille l'éclatement de la Révolution française avec enthousiasme. Assoiffée de justice sociale, elle est séduite par les idéaux républicains. Mais très vite, elle comprend quelque chose d'essentiel que beaucoup refusent de voir. Le peuple français a renversé la monarchie afin de créer un système plus égalitaire en ne pensant qu'aux hommes. Selon Olympe de Gouges, la démocratie ne sert à rien si elle exclut les femmes. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est un texte révolutionnaire, historique, fondateur.
Et pourtant, les femmes sont non seulement exclues du droit de vote et de la participation à la garde nationale, mais elles sont aussi reléguées aux fonctions subalternes de la communauté civique. Le mot « homme » dans le droit de l'homme est censé être universel, mais dans les faits, il ne désignait que les hommes. En septembre 1791, Olympe de Gouges répond. Libre, fière, pétrie des idéaux des Lumières, elle répond à l'universalisme hémiplégique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'appliquait ses principes de liberté et d'égalité qu'aux hommes, par une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dont l'article 1er proclame « La femme naît libre et demeure égale en droit à l'homme ». Ce texte est d'une audace inouïe pour l'époque. Il compte 17 articles, suivis d'une proposition pour un nouveau contrat social entre les femmes et les hommes. Olympe de Gouges y conteste le caractère universaliste de la déclaration de 1789 et dénonce l'exclusion des femmes de la représentation nationale. Elle réclame pour elle la citoyenneté et les droits qui en découlent. Parmi ces droits réclamés, le droit de vote, le droit de siéger à l'Assemblée nationale, le droit à l'éducation, le droit au divorce, l'égalité fiscale entre hommes et femmes, le droit des mères célibataires, la création de maisons maternelles. Et l'article 10, qui résume à lui tout seul toute l'audace du texte, la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune. Une phrase prophétique et glaçante. Olympe de Gouges l'a écrite 2 ans avant d'être guillotinée. La déclaration d'Olympe de Gouges passa presque inaperçue à l'époque de sa parution. Elle est tirée à 5 exemplaires seulement pour être proposée à l'Assemblée nationale. Elle n'y sera jamais débattue. Olympe de Gouges n'a pas le droit de vote, elle n'a pas le droit de siéger, elle a écrit un texte de loi sans avoir le droit de proposer des lois. Le paradoxe est vertigineux. Mais Olympe de Gouges ne s'arrête pas là. Elle continue à écrire, à placarder, à dénoncer, et c'est précisément cela qui va la tuer. À partir de 1792, la révolution bascule, la terreur s'installe, Robespierre et les montagnards prennent le pouvoir, et Olympe de Gouges, qui avait accueilli la révolution avec enthousiasme, devient l'une de leurs adversaires les plus virulentes. De Gouges était associé aux Girondins modérés et s'opposait à l'exécution de Louis XVI. Ses écrits de plus en plus véhéments, qui attaquaient les montagnards radicaux de Maximilien de Robespierre et le gouvernement révolutionnaire sous la Terreur, allaient conduire à son arrestation et à son exécution. En juillet 1793, elle fait placarder dans Paris une affiche proposant de soumettre au vote 3 options pour la France. La République une et indivisible, la République fédéraliste ou la monarchie constitutionnelle. Ce faisant, elle contrevient à une loi interdisant toute proposition de retour à la monarchie. Elle est arrêtée le 20 juillet 1793. Elle dominera les débats, assumant seule sa défense devant le tribunal de la Terreur. C'est un hommage des plus lâches que lui adressera le président Hermann en lui répliquant « Vous avez bien assez d'esprit pour vous défendre seul ». L'acte d'accusation lui reprochait d'avoir fait imprimer les 3 urnes ou le salut de la patrie et d'avoir écrit une pièce intitulée « La France sauvée ou le tyran détrôné » où elle critiquait Robespierre, Marat et les chefs de faction. Depuis sa prison, elle parvient tout de même à faire diffuser 2 textes à l'extérieur. Olympe de Gouges au tribunal révolutionnaire et Une patriote persécutée, dans lesquels elle accuse notamment Robespierre et l'accusateur public Fouquier-Tinville. Le 3 novembre 1793, Olympe de Gouges est guillotinée place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde. Elle avait 45 ans. Elle n'a jamais vu ses idées triompher, elle n'a jamais voté, elle n'a jamais siégé dans une assemblée, mais elle a tout dit, tout écrit, tout prédit. Et pourtant, pendant près de 2 siècles, l'histoire a choisi de l'oublier. Pendant près de 2 siècles, Olympe de Gouges sombre dans l'oubli. Ce n'est que dans les années 1980 qu'une nouvelle génération d'historiens et de militantes redonne vie à son combat. Pourquoi cet oubli si long ? Ce n'est pas de la négligence, c'est structurel. Une femme qui réclamait des droits politiques dans un pays qui n'en accordait pas aux femmes était, par définition, gênante pour le récit national. Une femme qui avait osé critiquer Robespierre et la Terreur était, dans la mémoire républicaine dominante, une suspecte. Il était plus commode de l'oublier que de l'expliquer. Longtemps oubliée, Olympe de Gouges est mise à l'honneur en 1986 par la journaliste féministe Benoît Groult
et devient alors une icône du combat féministe. Un buste en marbre à son effigie a été dressé en 2016 dans la salle des 4 colonnes de l'Assemblée nationale. Fin 2013, son nom circule parmi les panthéonisables, mais ce sont 2 autres femmes, Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, qui sont choisies en 2014 pour être inhumées au Panthéon. L'idée d'introniser Olympe de Gouges avait été soutenue par des personnalités comme Françoise Héritier, Christiane Taubira ou Benoît Groult. Mais les pouvoirs publics ont préféré lui ériger un buste à l'Assemblée nationale. Alors, faudra-t-il attendre qu'une femme soit élue présidente pour la voir entrer au Panthéon ? Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte l'histoire d'Olympe de Gouges aujourd'hui ? Parce qu'elle réunit en une seule vie tout ce que cette série Femmes d'exception cherche à mettre en lumière. Le vol d'abord, sa déclaration a été ignorée, ses idées pillées par l'histoire sans jamais lui en attribuer la paternité, ou la maternité plutôt. L'effacement ensuite. Pendant 2 siècles, on a laissé disparaître celle qui avait formulé le premier texte juridique français réclamant l'égalité des sexes. Et la persévérance enfin. Arrêtée, emprisonnée, face à la mort certaine, elle continuait d'écrire et de dénoncer depuis sa cellule. Ce qu'il faut retenir d'Olympe de Gouges, c'est ceci. Elle n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas le droit de siéger, elle n'avait pas le droit de proposer des lois, et pourtant, elle a écrit la loi la plus juste de son époque, celle que son siècle n'était pas prêt à entendre. La Révolution lui a promis la liberté, et elle l'a guillotinée. Benoît Groult posait la question ainsi. Jusqu'où faut-il aller pour mériter un nom dans l'histoire de son pays quand on est né femme ? La réponse d'Olympe de Gouges aura été « jusqu'à l'échafaud ». Est-ce qu'il y a des figures historiques comme Olympe de Gouges qui vous ont inspiré, révolté ou que vous avez découvert trop tard ? Dites-moi en commentaire, et si vous n'en connaissez aucune, c'est peut-être la preuve la plus éloquente que tout ce qu'on fait ici est nécessaire. Retrouvez Vision Her sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur TikTok et Instagram en tapant Visionher 2025. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Dini pour Vision Her.